Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats allemands tiraient avec fierté de leurs armes. Un fusil était censé avoir l'air puissant avant même d'avoir tiré. Puis ils rencontrèrent l'M3 Grease Gun américain. Il avait l'air bon marché. Il sonnait rudimentaire. On aurait dit quelque chose sorti d'une chaîne de montage, pas d'un champ de bataille. Les soldats allemands s'en moquèrent, jusqu'à ce qu'ils commencent à tuer des hommes dans les couloirs, les forêts et les villes dévastées. Le Grease Gun se moquait de la beauté ou de la tradition. Il tirait une munition lourde à courte portée, continuait de fonctionner dans la boue et la neige, et apparaissait partout. Pour les soldats allemands, c'était là le problème. On ne pouvait pas l'intimider, on ne pouvait pas le surpasser par l'habileté. Alors, comment l'un des fusils les plus laids de la guerre est-il devenu l'un des plus détestés ? Dès 1941, les forces allemandes avaient déjà démontré à quel point les pistolets mitrailleurs pouvaient être décisifs dans la guerre moderne. Le MP-40 était devenu synonyme de l'infanterie mécanisée allemande. Tandis que la dépendance britannique envers le Sten montrait comment la nécessité industrielle pouvait remodeler la conception des armes légères, les observateurs américains suivaient la situation de près. Le conseil d'artillerie de l'armée américaine, étudiant les rapports de combat d'Europe occidentale, conclut que les pistolets et mitrailleurs n'étaient autres plus des armes de niche pour les groupes de raid ou les unités de police. Ils devenaient des outils essentiels pour le combat rapproché mobile. En octobre 1942, le département d'artillerie lança un programme officiel pour concevoir un équivalent américain de l'arme de type Sten. L'exigence n'était pas l'élégance, c'était la rapidité, la simplicité et la production de masse. L'artillerie demanda des contributions opérationnelles aux branches d'infanterie et de cavalerie qui soumirent séparément des demandes pour une arme automatique d'épaule capable de tir automatique ou semi-automatique, chambrée en calibre 45, ACP ou 30 carabines. Ces exigences furent examinées et révisées à Aberdeen Proving Ground, où la spécification finale élimina tout ce qui ralentissait la production. L'exigence amendée était directe. Une arme entièrement en tôle, en calibre 45 ACP, nécessitant un usinage minimal, capable de tir automatique et semi-automatique, utilisant une culasse lourde pour maintenir la cadence cyclique sous 500 coups par minute, et suffisamment précise pour placer 90% des tirs sur une cible de 1,80 m sur 1,80 m à 45 mètres en tir automatique. Le Thompson M 1928A fut établi comme référence, non pas pour être égalé en artisanat, mais pour être équivalent en efficacité sur le champ de bataille. George Hyde de la division Inland de General Motors fut assigné à la tâche de conception, avec Frederick Sampson organisant l'outillage et la logistique de production. Les spécifications initiales furent modifiées rapidement. Le tir semi-automatique fut supprimé pour simplifier le mécanisme de détente et des dispositions furent prises pour une conversion potentielle en 9 mm Parabellum, un détail essentiel étant donné la munition standard allemande. 545 prototypes, T20 en calibre 45 et 59 kits de conversion en 9 mm furent construits. Lors des tests, le T20 obtint 97 sur 100 aux essais de précision et tira plus de 5000 cartouches lors des tests d'endurance avec seulement 2 défaillances d'alimentation. 4 commissions distinctes de l'armée, aéroportée, guerre amphibie, infanterie et forces blindées, évaluèrent d'abord l'arme. Tous les dysfonctionnements liés aux chargeurs identifiés étaient principalement dus à des problèmes de suiveur. Pourtant, aucune ne considéra ces défauts suffisamment graves pour arrêter l'adoption. En décembre 1942, le T20 fut approuvé pour la production sous le nom de pistolet mitrailleur américain, calibre 45 M3. La production fut confiée à la division Guide Lamp de General Motors dans l'Indiana, une entreprise dont l'expertise résidait non pas dans les armes à feu, mais dans les composants automobiles emboutis. Cette décision seule explique pourquoi les soldats allemands trouveraient plus tard le M3 si exaspérant. Il n'était pas construit comme une arme que l'Allemagne aurait jamais choisi de déployer. Quand les troupes allemandes rencontrèrent le M3 pour la première fois en France, durant l'été 1944, y compris une utilisation répandue en Bretagne des aoûts, l'arme n'inspira pas un respect immédiat. Son apparence grossière contrastait fortement avec les armes légères allemandes traditionnelles. Le boîtier était en tôle d'acier soudé.
La crosse était un assemblage de fils de fer pliés. Il n'y avait pas de sélecteur de tir, pas de raffinement et pas d'artisanat au sens conventionnel. Pour les soldats allemands élevés avec les fusils Mauser et les MP-40 soigneusement usinés, le M3 avait l'air inachevé. Cette impression s'effondra rapidement dans les conditions de combat. Le M3 tirait la cartouche de calibre 45 ACP à culasse ouverte en utilisant un simple système à retour de gaz. Sa culasse lourde et sa munition à pression relativement basse produisaient une cadence cyclique lente, rendant l'arme contrôlable en tir automatique. À courte portée, là où la plupart des combats d'infanterie en Normandie se déroulaient réellement, le projectile lourd délivrait une puissance d'arrêt décisive. Dans les haies du bocage, les villages et les villes remplies de décombres, les soldats allemands faisaient de plus en plus face à des troupes américaines armées d'armes compactes, qui frappaient fort et continuaient de tirer même quand elles étaient toiles. La conception du M3 était intentionnellement tolérante à la saleté. La culasse coulissait sur des tiges de guidage double avec des jeux généreux, permettant à l'arme de fonctionner malgré la boue, le sable et les débris. Contrairement au Thompson, dont la fenêtre d'éjection exposée pouvait s'enrayer sans nettoyage constant, le cache-poussière du M3 enfermait le mécanisme quand il ne tirait pas. Cela le rendait particulièrement efficace, non seulement en Europe, mais aussi dans le Pacifique, un fait que le renseignement allemand nota avec inquiétude. Encore plus frustrant était la fréquence à laquelle le M3 apparaissait. Les équipages de chars le portaient parce qu'il tenait à l'intérieur des véhicules blindés. Les conducteurs et les troupes de soutien recevaient des M3 au lieu de pistolets. Les parachutistes l'appréciaient pour sa compacité. Les soldats allemands ne pouvaient plus supposer que le personnel des zones arrières était légèrement armé. Chaque position américaine devenait potentiellement mortelle à courte portée. Vers la fin de 1944, la haine pour le M3 n'avait plus grand-chose à voir avec la peur de l'arme elle-même, et tout à voir avec ce qu'elle représentait. Elle symbolisait un champ de bataille où les Américains pouvaient se permettre d'armer tout le monde partout avec une puissance de feu automatique. L'Allemagne ne le pouvait pas. Ce qui troublait vraiment les soldats allemands n'était pas seulement la performance du M3, mais la façon dont l'armée américaine le traitait. Le Grease Gun était conçu comme une arme à coût minimal destinée à être utilisée et jetée une fois devenue irréparable. Les pièces de rechange n'étaient pas initialement distribuées au niveau des unités ou des dépôts. Les armes étaient remplacées, pas réparées. Cette approche entrait violemment en conflit avec la culture militaire allemande. La doctrine allemande des armes mettait l'accent sur l'entretien, parce que les remplacements étaient rares. En 1944, les soldats allemands récupéraient des pièces, réparaient les armes endommagées et redistribuaient les armes capturées par nécessité. Regarder les Américains jeter des pistolets mitrailleurs endommagés renforçait la sombre réalité du déséquilibre industriel de la guerre. Guy Lamp produisit plus de 606 000 M3 entre 1943 et 1945. Un Thompson coûtait environ 10 fois plus cher à fabriquer. Le calcul était inévitable. L'Amérique pouvait se permettre l'attrition. L'Allemagne non. Même les défauts précoces ne diminuèrent guère cet avantage. Des rapports au début de 1944 soulignèrent des défaillances du mécanisme de la poignée d'armement, des hausses arrière tordues, des problèmes de rétention du canon et des libérations accidentelles de chargeurs. L'artillerie répondit rapidement, incorporant des modifications de conception en cours de production, améliorant le traitement thermique, renforçant les hausses, consolidant les éjecteurs, ajoutant des protections de libération de chargeurs et installant des arrêts de crosse. Ces corrections furent mises en œuvre pendant que la production continuait, pas après qu'elle se soit terminée. Le M3A1, introduit en décembre 1944, élimina entièrement la poignée d'armement problématique. La culasse pouvait maintenant être tirée en arrière en utilisant une encoche pour le doigt. Le démontage sur le terrain devint plus facile. La fiabilité s'améliora. Le poids diminua légèrement. Bien que les plaintes concernant les décharges accidentelles persistèrent, l'arme devint plus simple, plus légère et plus facile à entretenir. Pour les soldats allemands combattant encore avec des approvisionnements décroissants, le message était sans équivoque. Les armes américaines n'avaient pas besoin d'être parfaites. Elles avaient seulement besoin d'être suffisamment bonnes et abondantes. Le M3 Grease Gun
vit le combat pour la première fois le 6 juin 1944 entre les mains des parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées pendant l'invasion de la Normandie. Au début, les réactions furent mitigées. Sa taille compacte fut une bouée de sauvetage pendant les sauts. Pas de démontage nécessaire, prêt à tirer dès que les soldats touchaient le sol. Mais certains regrettaient la sensation solide et rassurante du Thompson, qualifiant le M3 de bon marché, presque fragile. L'expérience changea rapidement les opinions. Les équipages de chars coincés dans les espaces confinés des chars Sherman devinrent parmi les plus grands fans de l'arme. Le caporal Carlton Chapman du 761e bataillon de chars fut photographié scrutant depuis sa trappe avec un M3 à portée de main, prêt à arroser les forces ennemies si son équipage devait évacuer sous le feu. Les unités d'infanterie en vinrent aussi à lui faire confiance. Un rapport de combat de la 99e division d'infanterie qualifia le M3 de meilleur outil pour le travail de patrouille, rapide à mettre en action et mortel à courte portée. En janvier 1945, le sergent-chef Charles F. Carey porta son M3 lors d'une attaque à Rimling en France, forçant des dizaines de soldats allemands à se rendre et repoussant plus tard un char ennemi. Quand des pièces tombaient en panne sur le terrain, les soldats n'attendaient pas les réparations officielles. Ils pliaient les libérations de chargeurs avec des marteaux, échangèrent des ressorts pour ajuster la cadence de tir et bricolaient des poignées d'armement. Ces réparations improvisées les maintenaient les armes opérationnelles quand les remplacements étaient rares. Dans les espaces confinés, à l'intérieur des bâtiments, dans les rues étroites, dans les forêts ou à l'intérieur des véhicules, le M3 prouva exactement ce pourquoi il avait été conçu. Pas tape à l'œil, pas célèbre, mais fiable quand cela comptait le plus. Une arme simple et robuste qui faisait le travail. Le M3 Grease Gun ne surpassa pas les autres pistolets mitrailleurs de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il était plus précis, plus raffiné ou plus technologiquement avancé. Il était meilleur parce qu'il était conçu autour des réalités de la guerre industrielle moderne, des réalités que l'Allemagne comprit trop tard. Comparé au Thompson, le M3 était considérablement plus léger et plus court. À un peu moins de 3,5 kg à vide et avec un canon de 20 cm, le Grease Gun était plus facile à transporter dans les espaces restreints, plus facile à ranger dans les véhicules et plus rapide à pointer sur la cible. Cela comptait énormément dans les environnements qui définissaient de plus en plus les combats de fin de guerre. Véhicules blindés, villes en ruine, forêts et bocages. Un Thompson de 4,5 kg avec un canon plus long et une crosse en bois devenait un fardeau dans ces conditions. Les soldats allemands, nettoyant des bâtiments ou tendant des embuscades à des convois, faisaient face à des troupes américaines, dont les armes étaient compactes, maniables et immédiatement mortelles à courte portée. La cadence cyclique plus lente du M3, environ 450 coups par minute, lui donnait un avantage pratique sur les pistolets mitrailleurs à tir plus rapide, comme le Thompson ou le MP40. Des cadences de tir plus élevées semblaient impressionnantes, mais elle brûlait les munitions rapidement et réduisait la contrôlabilité sous stress. La culasse lourde du Grease Gun et la cartouche de calibre 45 ACP à basse pression permettaient aux soldats de garder les rafales courtes et sur la cible. Dans le combat rapproché, moins de coups bien placés comptaient plus que le volume seul. La fiabilité séparait davantage le M3 de ses pairs. Le Thompson, malgré sa réputation, était sensible à la saleté et nécessitait un entretien constant. Le MP40, bien que robuste, reposait sur des tolérances serrées et des chargeurs facilement endommagés. Le Sten, bien que bon marché, était notoire pour ses décharges accidentelles et ses problèmes d'alimentation. Les tolérances lâches du M3, son mécanisme fermé et son simple système à retour de gaz lui permettaient de continuer à fonctionner dans la boue, le sable et les débris. Pour les soldats allemands combattant dans des infrastructures en effondrement et des conditions d'approvisionnement qui empiraient, cette fiabilité devint profondément frustrante. Même comparé au propre MP40 de l'Allemagne, le M3 reflétait une plus grande impitoyabilité et efficacité. Le MP40 était simplifié, mais toujours contraint par la capacité de production limitée de l'Allemagne. Le M3 était construit sur l'hypothèse que les armes pouvaient être remplacées plutôt que réparées, un luxe que l'Allemagne ne pouvait pas se permettre en 1944. En fin de compte, le M3 était meilleur non pas parce qu'il était aimé,
mais parce qu'il fonctionnait au sein d'un système qui submergeait tout le reste. Il transforma la domination industrielle américaine en pression directe sur le champ de bataille pour les soldats allemands, ce qui le rendait impossible à ignorer et impossible à ne pas détester. La haine allemande pour le M3 n'était pas enracinée dans l'admiration ou la peur. Elle venait de la reconnaissance. Le Grease Gun représentait une façon de combattre avec laquelle l'Allemagne ne pouvait plus rivaliser. Une guerre de production, de remplacement et de pression incessante. Le M3 ne disparut pas après la Seconde Guerre mondiale. Il devint le principal pistolet mitrailleur américain et sud-coréen pendant la guerre de Corée. En partie parce que les forces communistes utilisaient des Thompson capturés. Il resta en service pendant le Vietnam et la guerre du Golfe, et même à bord de véhicules blindés jusque dans les années 1990. Des versions avec silencieux furent utilisées par l'OSS, plus tard par la Delta Force, et apparurent même dans des opérations antiterroristes des décennies après la défaite de l'Allemagne. Des copies étrangères apparurent en Argentine, en Chine et ailleurs. Preuve supplémentaire que la philosophie de conception derrière le M3 était solide, pas belle, pas élégante, mais brutalement efficace. Pour les soldats allemands en 1944, le Grease Gun était un rappel que la guerre n'était plus décidée par une ingénierie supérieure ou un génie du champ de bataille. Elle était décidée par qui pouvait construire plus vite, remplacer plus rapidement et continuer à combattre plus longtemps. C'est pourquoi ils le détestaient. Des rues de Normandie aux forêts d'Europe, le M3 Grease Gun prouva qu'une conception intelligente et une ingénierie simple pouvaient surpasser même l'ennemi le plus discipliné. Les Allemands l'ont peut-être détesté, mais les soldats américains l'adoraient. Si vous avez apprécié ceci, découvrez l'une des armes les plus rusées de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous, activez les notifications et restez à l'écoute pour plus d'histoires sur les petites innovations négligées qui ont changé le cours de l'histoire.